Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier avec vous quelques phénomènes ondulatoires incontournables. Je vous montrerai en particulier comment caractériser l'amortissement d'une onde sonore et comment observer et exploiter les phénomènes de diffraction et d'interférence liés aux ondes lumineuses. Enfin, j'illustrerai l'effet Doppler qui trouve de nombreuses applications. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Les ondes sonores sont des ondes mécaniques longitudinales de compression-dilatation des atomes ou des molécules composant le milieu de propagation. Cette perturbation se propage de proche en proche en faisant vibrer les particules du milieu autour de leur position d'équilibre. Les sons ne se propagent donc pas dans le vide. Leur propagation nécessite un milieu matériel, solide, liquide ou gazeux. La célérité du son dans l'air à 15 degrés Celsius est de 340 mètres par seconde. Donc l'intensité sonore en un point m de l'espace situé à une distance petit d d'une source sonore est le quotient de la puissance p rayonnée par cette dernière sur la surface S de la sphère de rayon d passant par ce point. Donc la formule permettant de calculer l'intensité sonore en un point de l'espace est I est égal à P sur S. P est donc la puissance sonore émise par la source sonore en watts. S, la surface en mètres carrés qui correspond donc à celle d'une sphère de rayon d. Et enfin, I s'exprimera donc en watts par mètre carré. Donc pour rappel, la surface d'une sphère de rayon d, S est égal à 4pi fois d au carré. Donc afin de tenir compte de la perception de l'intensité des sons liés à la physiologie de l'oreille, on utilise le niveau sonore noté grand L qui se mesure en décibels, donc dB. C'est une grandeur sans dimension, logarithme décimal du rapport de l'intensité I de la source sonore exprimée en watts par mètre carré par l'intensité de référence I0 qui est égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, qui correspond au seuil d'audibilité pour l'oreille humaine. Je vous ai donné à titre indicatif quelques niveaux sonores que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. À partir de 80 décibels, les sons sont gênants. Au-delà de 110 décibels, ils deviennent dangereux si on y est exposé longtemps, sans protection adaptée. L'atténuation géométrique d'une onde sonore est due à l'éloignement du récepteur par rapport à la source. En champ libre, si on double la distance entre l'émetteur et la source, l'intensité sonore est divisée par 4. En effet, la surface de la sphère de rayon 2D sur laquelle se répartit la puissance sonore a une surface 4 fois plus grande qu'une sphère de rayon petit d. On peut également montrer facilement que le niveau acoustique diminue de 6 décibels lorsque l'on double la distance entre le récepteur et la source. Je vous encourage à regarder les quelques exemples de calcul en mettant la vidéo sur pause si nécessaire. D'une manière analogue, on peut montrer que si l'on divise par 2 l'intensité sonore, cela correspond à une diminution du niveau sonore de 3 décibels. Une deuxième cause possible d'atténuation d'une onde sonore est liée à la nature du matériau lui-même. En effet, lorsqu'une onde sonore change de milieu de propagation, en passant par exemple de l'air à un matériau solide, une partie de l'onde incidente est réfléchie, une autre transmise, et enfin une dernière est absorbée. Dans le domaine du bâtiment, on peut définir un indice d'affaiblissement acoustique pour chaque matériau. Pour isoler acoustiquement une cloison, on peut utiliser une superposition de couches de différents matériaux, tels que la laine de verre ou la laine de roche. Ces deux matériaux sont de bons isolants acoustiques car ils emprisonnent à l'intérieur des fibres qui les composent de l'air. La diffraction est la déviation d'une onde lorsqu'elle rencontre une ouverture ou un obstacle dont la dimension est de l'ordre de grandeur de sa longueur d'onde. Donc lorsqu'une onde progressive plane sinusoïdale de longueur d'onde lambda passe au travers d'une ouverture de dimension petit a, si petit a est beaucoup plus grand que lambda, l'onde passe sans être perturbée. Si a est environ égal à lambda, c'est-à-dire si a a pour ordre de grandeur lambda, l'onde est diffractée et elle prend la forme d'une onde circulaire centrée sur l'ouverture. À remarquer que l'onde incidente et l'onde diffractée ont la même longueur d'onde pour un milieu donné. La lumière laser, acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, est une lumière monochromatique par opposition à la lumière blanche polychromatique qui se décompose lors de la traversée d'un milieu dispersif tel qu'un prisme. Rappelons également que le domaine de la lumière visible pour l'œil humain est compris entre 400 et 700 nanomètres. Si on envoie un faisceau laser sur une fente de largeur petit a dont l'ordre de grandeur est proche de celui de la longueur d'onde monochromatique, utilisée, typiquement 633 nanomètres environ pour un laser hélium-néon émettant une lumière rouge,
On observe un éparpillement de la lumière selon un axe orthogonal à celui de la fente. Des taches brillantes séparées par des zones sombres se succèdent sur l'écran. Ce phénomène appelé diffraction ne peut pas être expliqué par l'optique géométrique classique. La relation 4 permet d'établir un lien entre θ, lambda et a. Il est possible dans l'approximation des petits angles de relier la largeur grand L de la tache centrale de diffraction à lambda, grand D et petit a. Donc pour ce faire, il suffit de travailler dans le triangle rectangle figurant sur le schéma. On remarque que tangente θ est égale à L sur 2 divisé par grand D. Et si on se place dans l'approximation des petits angles, nous pouvons considérer que tangente θ est environ égale à θ. Donc ceci implique, eu égard au fait que θ est égal à lambda sur a d'après la formule 4, que lambda sur a va donc être égal à environ L sur 2 divisé par grand D. Ce qui va nous permettre d'exprimer la largeur de la tache centrale de diffraction comme étant grand L est égal à 2 fois lambda fois grand D, le tout divisé par petit a. Donc la largeur de la tache centrale de diffraction est inversement proportionnelle à la largeur de la fente et est proportionnelle à la distance séparant la fente de l'écran. Lorsque deux ondes se rencontrent, elles se superposent géométriquement. On remarque par endroits qu'elles se renforcent en s'additionnant, alors qu'elles s'annulent mutuellement à d'autres endroits. Ce phénomène est appelé interférence. Lors du phénomène d'interférence de deux ondes, si en un lieu du milieu de propagation les deux ondes vibrent en phase, c'est le cas lorsque les maxima de l'une correspondent exactement aux maxima de l'autre, l'onde résultante a une amplitude renforcée qui est la somme de celle des deux ondes qui interfèrent. On parle d'interférence constructive. En revanche, si les ondes vibrent en un point du milieu de propagation en opposition de phase, c'est le cas lorsque les maxima de l'une correspondent aux minima de l'autre, alors l'onde résultante a une amplitude nulle. Enfin, énonçons les conditions d'interférence de deux ondes. Elles doivent être toutes les deux synchrones, c'est-à-dire avoir la même fréquence, et elles doivent en outre être cohérentes, c'est-à-dire avoir un déphasage de l'une par rapport à l'autre constant dans le temps. Le dispositif des trous de Young permet d'obtenir et observer un phénomène d'interférence lumineuse sur un écran. Deux trous très proches l'un de l'autre sont éclairés par un faisceau monochromatique de lumière laser. Sur un écran placé à une distance grande devant celle séparant les deux trous, on observe une succession de franges brillantes et sombres, matérialisant le phénomène d'interférence. Ce phénomène est lié au déphasage géométrique dû à la différence de marche qui existe entre les deux ondes, issues des deux trous, et qui interfèrent sur l'écran. Bien, donc intéressons-nous maintenant au calcul de la différence de marche géométrique en un point M de l'écran entre une onde issue de S1 et celle issue de S2. Donc par définition, la différence de marche géométrique, delta, est égale à la différence des chemins optiques S1M et S2M. Donc je vous rappelle qu'un chemin optique, c'est tout simplement l'indice optique du milieu, donc en l'occurrence ici petit n, multiplié par la distance géométrique, donc ici à savoir S1M et S2M. Donc en supposant l'air comme étant assimilé au vide, on peut considérer que n vaut environ 1,0, et donc auquel cas la différence de marche géométrique se résume à une différence de trajet, donc S1m moins S2m, qui sur la figure est égale à S1h. Donc nous allons maintenant essayer d'exprimer cette différence de marche delta, qui est égale à S1h, en utilisant des relations trigonométriques. Nous allons nous placer déjà dans un premier triangle rectangle, le triangle SOM, qui est rectangle en haut. Donc dans ce triangle, tangente alpha est égale à OM divisé par SO, c'est-à-dire petit x divisé par grand D. Et si on se place dans l'approximation des petits angles, on peut approximer la tangente alpha comme étant égale à l'angle alpha lui-même. Donc si nous zoomons et que nous nous intéressons au petit triangle rose S1, S2H, de même, dans ce triangle rectangle en H, nous allons pouvoir dire que sinus alpha est égal à S1H divisé par S1S2. Or, S1S2 est la distance qui sépare en fait les deux trous de Young, donc en l'occurrence ici noté petit a. Ce qui implique qu'on va pouvoir écrire le fait que S1H est égal à A fois sinus alpha, et là encore, si on se place dans l'approximation des petits angles, nous allons approximer le sinus alpha comme étant égal à l'angle alpha lui-même, et nous allons pouvoir écrire que S1H est égal à A fois alpha. Il en découle également que S1H va être égal à petit a fois petit x divisé par grand D, eu égard au résultat obtenu dans l'autre triangle rectangle SOM. Donc la différence de marche géométrique, delta, est égale à petit a fois x, le tout divisé par grand D. Donc on peut montrer que les interférences observées sur l'écran
peuvent être modélisés par une fonction mathématique du type i est égal à 4i0 cosinus carré phi divisé par 2, avec phi qui est égal à 2pi sur lambda delta, phi est donc le déphasage. Donc on remarquera que cette intensité lumineuse ou éclairement donc, que l'on observe sur l'écran est maximale lorsque phi sur 2 est égal à petit n fois pi avec n un entier. Il en découle que phi est égal à 2 fois npi, d'où delta est égal à n fois lambda. Donc à l'aide de la relation précédemment obtenue et de l'expression de delta, nous pouvons en déduire l'égalité suivante, à savoir a fois petit x indice n, le tout divisé par d, est égal à n fois lambda. Ce qui implique que x indice n va être égal à petit n fois lambda d sur a. Donc pourquoi ici le petit n? Eh bien tout simplement pour indiquer qu'il va exister plusieurs entiers pour lesquels on va donc observer des franges brillantes. Donc si on s'intéresse à ce que l'on appelle l'interfrange, l'interfrange c'est la plus petite distance qui séparera par exemple deux franges brillantes, cette interfrange i sera égale à lambda d le tout divisé par a. En effet, il suffit tout simplement par exemple de faire la différence entre xn plus 1 et xn pour obtenir en fait ce résultat. Donc on remarque que l'interfrange est proportionnelle à la longueur d'onde utilisée, est proportionnelle à la distance grand D qui va séparer l'écran des trous de Young et va être inversement proportionnelle à la distance séparant les deux trous de Young. L'effet Doppler est la variation apparente de la fréquence d'une onde acoustique ou lumineuse émise par une source en mouvement par rapport à un observateur. Ce phénomène physique permet d'expliquer pourquoi, par exemple, le son produit par la sirène d'une ambulance ou d'une voiture de pompiers paraît plus aigu quand elle s'approche et plus grave quand elle s'éloigne. Donc essayons de quantifier la différence de fréquence observée entre l'observateur et l'émetteur. Donc je vais utiliser pour cela le petit schéma que vous avez donc en bas à gauche de l'écran. Donc à t égale 0, on va considérer que l'émetteur émet une première onde de fréquence FE qui est égale à 1 divisé par TE de longueur d'onde lambda E. Pendant une durée TE, l'onde se déplace exactement d'une longueur d'onde, c'est-à-dire de lambda E. Elle sera donc entendue à l'instant de date T1 est égal à grand D divisé par petit v, v étant la vitesse, célérité plus exactement, de l'onde sonore. Pendant ce temps, l'émetteur avance de petit d est égal à VE fois TE, donc VE étant la vitesse de l'émetteur, et émet une deuxième onde à T2 qui est égale à TE. Donc la deuxième onde sera entendue à T3 qui est égal à TE plus grand D moins petit d, le tout divisé par V. Donc pour le récepteur, le décalage temporel entre les deux ondes sera la différence entre T3 et T1, c'est-à-dire TE moins petit d sur petit v en simplifiant. Donc on peut donc, à partir de la relation précédente et en organisant un petit peu mieux les termes, arriver donc à l'expression suivante de TR, c'est-à-dire TE facteur de V moins VE, le tout divisé par petit v, et sachant que F est égal à l'inverse de la période, on peut écrire que FR est égal à 1 divisé par TR, de même FE est égal à 1 divisé par TE, et on obtient donc la relation 9 si l'émetteur s'approche. C'est donc l'hypothèse dans laquelle nous nous étions placés pour cette démonstration. Donc de même, on pourrait montrer que l'expression numéro 10 sera valide si l'émetteur, cette fois-ci, s'éloigne de la source. Donc vous voyez que la seule différence entre les équations 9 et 10 se situe au niveau du signe placé devant VE au niveau du dénominateur. À partir de l'expression précédente obtenue pour FR, nous pouvons donc exprimer le décalage Doppler, noté delta F. Donc celui-ci, par définition, sera égal à la différence entre la fréquence de l'onde perçue par l'observateur F indice R exprimé en Hertz et la fréquence de la source au repos, notée F indice E, là encore exprimée en Hertz. L'effet Doppler trouve de nombreuses applications dans la vie de tous les jours, des radars de contrôle aérien aux radars autoroutiers. En passant par l'échographie, il est utilisé dans de nombreux dispositifs. En astrophysique, la méthode des vitesses radiales est basée sur l'étude du spectre lumineux d'une étoile. Si l'étoile possède une planète en orbite, elle décrit un mouvement autour du centre d'inertie du système étoile-planète. Ce mouvement fait qu'elle se rapproche et s'éloigne de nous périodiquement. Lorsqu'une source lumineuse s'éloigne, les ondes électromagnétiques sont décalées vers le rouge, on parle de redshift, alors que le rapprochement de la source implique un décalage vers le bleu des ondes lumineuses. On parle de blue shift. La lumière de l'étoile est donc périodiquement décalée tantôt vers le bleu, tantôt vers le rouge, à mesure qu'elle s'éloigne ou qu'elle se rapproche de nous.
Cela est la preuve indirecte qu'une planète orbite autour de cette étoile. On peut, y compris grâce à la mesure du décalage spectral, déterminer la masse de la planète qui orbite autour de l'étoile observée. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les phénomènes ondulatoires. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.